Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire Les 10 clés pour entreprendre. Ma mission aujourd'hui, c'est de répondre à 3 objectifs. La première chose, répondre à vos premières questions et préoccupations qui sont souvent le statut juridique, les aides et le mode d'emploi de la création reprise. Deuxième mission, vous informer sur les informations de base à connaître et à valider. Vous proposez une méthodologie qui se résume en 10 étapes, ce qu'on appelle les 10 étapes projet, à connaître et à valider également. Et enfin, en complément, vous proposez un accompagnement sur mesure qui reste la clé de réussite de votre projet de création reprise d'entreprise. Donc, notre mission, vous accompagner à chaque étape de votre projet. Une méthodologie les 10 étapes. La première, s'informer, se former, se faire accompagner. C'est ce que vous faites actuellement. Deuxième étape, avoir une idée, un projet. Étape 3, changer de métier. Donc, devenir chef d'entreprise, ça ne s'improvise pas. Quatrième étape, connaître son marché, l'étude de marché. Et après, toute la partie prévisionnelle, donc les finances, vivre de son projet, financer son projet. Et enfin, étape 7, choisir sa structure juridique, fiscale et sociale. Étape 8, les aides à la création et à la reprise d'entreprise. Étape 9, les formalités, l'immatriculation officielle de votre entreprise. Étape 10, forcément, assurer la pérennité de son entreprise. On vous proposera également 3 outils que je vous décrirai un petit peu plus tard. Donc déjà, pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu qui est la Chambre de commerce. Donc la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, c'est un établissement à caractère public. Notre mission, c'est de participer au développement économique local. Donc ça passe à la fois sur un appui aux collectivités locales, un appui au niveau des entreprises et pour vous, aux porteurs de projets, que vous soyez créateurs ou repreneurs. Notre mission, c'est bien de vous informer, éventuellement de vous former et de vous accompagner dans votre projet. Donc, pour ce faire, nous avons donc une offre assez complète au niveau du service création reprise. La première chose, donc, c'est toute la partie information, donc l'information pour entreprendre ou pour reprendre. Donc, vous avez la possibilité, donc, avec une réception découverte, soit en physique ou en téléphone ou en visio, d'avoir 10 à 20 minutes d'échange pour répondre à vos premières questions. Généralement, c'est plutôt d'ordre juridique réglementaire. Vous avez également en replay les 10 clés pour reprendre. Pour le volet formation, nous avons le 5 jours pour entreprendre, qui n'est ni plus ni moins que les 10 clés pour entreprendre, mais sur 5 jours avec des professionnels. Vous avez également un stage d'une journée, construire sa micro en 4 étapes, un autre stage spécifique sur la reprise et des formations spécifiques sur la gestion d'entreprise, la négociation commerciale. Bon, nous avons vraiment tout un panel de formations. Cette liste n'est pas exhaustive. Donc là, vous avez les liens qui sont actifs. Vous pouvez bien évidemment nous faire la demande qu'on vous envoie le PowerPoint ainsi que les outils après avoir visualisé ce webinaire. Alors, la structuration du projet, là, on est plus sur de l'accompagnement individuel. Donc, le premier dispositif qui s'appelle « Je lance mon projet », c'est 10 heures d'accompagnement individuel qui sont entièrement financées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, des fonds européens et la CCI. Nous intervenons également sur les aides à la recherche de financement. On peut également vous coacher sur ce qu'on appelle le pitch, comment vendre votre projet au niveau des financeurs, en phase de préparation notamment sur Je lance mon projet, et à vous faire passer devant un collège de professionnels, ce qu'on appelle le crash test d'entrepreneur. Voilà, vous testez en conditions réelles pour avoir un retour des professionnels en face par rapport à votre projet. Et puis, bien évidemment, structurer son projet aujourd'hui, ce n'est pas sans le numérique, c'est bien évidemment avec le service numérique auquel il y a également une offre. Démarrer son entreprise, donc comment on réalise les formalités, donc grâce à notre service du CFE, donc qui peut vous assister
Voilà, c'est une option possible. Et l'ensemble des formations de la CCI qui sont disponibles en fonction de ce que vous avez besoin, bien évidemment. 3 outils pour formaliser votre projet sont à votre disposition. Le premier, ça s'appelle le Business Model Canvas ou le modèle économique. Le deuxième reprend l'ensemble de votre projet, il s'appelle le plan d'affaires ou le business plan, qui se découpe en différentes parties. La première partie, c'est le cadre réglementaire de votre projet. Vous allez exercer une activité. La première chose qu'il faut vérifier, c'est si votre activité est réglementée ou s'exerce dans un cadre réglementaire précis. Ça peut être une formation obligatoire, exemple dans la restauration, avec le permis d'exploitation. Bien évidemment, la construction de votre projet personnel, ce qu'on appelle dans notre jargon l'adéquation homme-projet-environnement. L'étude de marché, donc l'étude commerciale, qui va être traduite en chiffres dans l'étude financière. Et ensuite, le choix de votre cadre juridique avec des conséquences sur le cadre fiscal et le cadre social. Et enfin, un troisième outil, la checklist pour réussir, c'est-à-dire toutes les étapes qu'il vous faut franchir avec une possibilité, bien sûr, de noter votre rétro-planning. Étape numéro 2, la naissance d'une idée. Donc, bien évidemment, un projet, ça part d'une idée, soit de création ou de reprise. Ça peut être à partir de vos compétences, de vos appétences, qu'est-ce que vous aimez faire, vous aimeriez faire, une opportunité qui s'offre à vous. Ça peut être également une solution innovante, un concept qui vient de l'étranger. Je dirais que là, il n'y a pas de limitation dans l'origine et la naissance de votre idée. On rencontre souvent des porteurs de projets qui veulent absolument se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils partir plutôt sur de la création ou de la reprise et dans quel secteur d'activité? Pour ça, on a 2 structures qui peuvent vous accompagner à définir votre projet. La première structure, c'est CitéLab, avec 2 points d'entrée à Grand-Chambéry, donc sur Chambéry, bien évidemment, et le deuxième sur Aix-les-Bains, donc au Grand Lac d'Aix-les-Bains. Deuxième structure qui s'appelle la MIF Savoie, qui peut également vous accompagner sur la structuration de votre idée, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, dans quel secteur d'activité, éventuellement secteur géographique, et vraiment aller jusqu'au bout de cette démarche du projet et de choisir l'option création ou reprise d'entreprise. Premier outil pour formaliser son idée, c'est le Business Model Canvas. Donc là, vous le voyez, c'est un Business Model Canvas qui est rempli. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une description générale de votre projet qui explique comment l'entreprise gagne de l'argent. L'objectif, c'est de mettre tout ce que vous avez dans votre tête sur le papier. C'est un outil de réflexion qui permet de cartographier les éléments clés de votre projet et surtout de l'organiser de manière cohérente et pertinente. Voilà. S'il y a des incohérences sur le papier, on le verra tout de suite. À quoi ça sert? Bien évidemment, c'est aussi un outil pour mettre en évidence la valeur ajoutée d'un projet à plus ou moins long terme. Et c'est un outil qui est très apprécié de présentation au niveau des banquiers et également bien évidemment de la proposition de valeur. Donc, c'est l'offre efficace et unique qui se destine à quelle clientèle, quel type de relation je vais avoir avec mes clients, comment je vais vendre mon produit ou mon service, quel canaux de distribution, est-ce que je vais avoir plutôt un magasin, est-ce que ça va se faire par Internet, mes activités clés seront lesquelles et surtout, qu'est-ce que j'ai besoin pour réaliser tout ça? Donc, des locaux, un fonds de commerce, du savoir-faire, par exemple, des logiciels, les partenaires clés et forcément la partie financière, structurer ses coûts et le flux de revenus. Voilà. Comment je vais faire mon chiffre d'affaires, comment mes clients vont me payer. Voilà cette version du Business Model Canvas. Donc, un outil vraiment extrêmement puissant qui permet à la fois de cartographier et d'aller vers un projet cohérent. Ça, c'est la version vierge qui vous permet justement de construire votre projet pas à pas. Petit focus sur la reprise d'entreprise.
Souvent, lorsqu'on est porteur de projet, généralement 90% d'entre vous vont plutôt naturellement vers la création d'entreprise pour diverses raisons, notamment souvent le cas parce qu'on pense que c'est plus simple, ça coûte moins cher, etc. Petit focus sur l'avantage et les inconvénients d'une reprise d'entreprise, c'est-à-dire soit on va racheter une activité existante, donc sous la forme d'un fonds de commerce, donc on va vraiment racheter le cœur de l'activité, ou soit on va racheter la structure juridique, donc la société avec tout ce qu'elle comprend, c'est-à-dire ce qu'elle possède, mais aussi ses dettes. Voilà. L'avantage, quelle que soit la forme sur laquelle vous allez reprendre votre entreprise, soit le rachat d'un fonds de commerce ou de titres de société, les avantages sont les suivants. Déjà, c'est un processus beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que vous avez un outil de travail qui est opérationnel, vous avez du personnel qui est formé, vous avez une clientèle et une notoriété qui est déjà acquise. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un chiffre d'affaires qui existe et du bénéfice, et donc votre rémunération en tant que dirigeant sera immédiate. C'est également des financements qui sont beaucoup plus faciles à décrocher puisque on va baser le prévisionnel sur la connaissance du résultat passé sur les 3 derniers bilans. Et bien évidemment, c'est moins d'inconnu puisqu'on a un historique de l'activité et statistiquement, le taux de pérennité de reprise, donc des entreprises en reprise, est supérieur à celui de la création. L'inconvénient, les inconvénients plus exactement, les perles rares ne courent pas les rues. Forcément, vous allez définir un projet idéal et ça va être très difficile de trouver exactement ce que vous recherchez. Souvent, le coût est plus élevé, donc ce qui nécessitera un apport personnel plus conséquent. Et surtout, une notion essentielle, c'est la gestion des passages de relais, à la fois avec le cédant, les salariés, les fournisseurs et les clients. Donc, vous l'auriez bien compris, pas le droit à l'amateurisme, il faut vraiment être opérationnel dès le premier jour. Moi, je vous invite, quelle que soit la nature de votre projet, à aller voir sur Transentreprise. Donc, c'est un dispositif qui vous permet aux chefs d'entreprise de mettre en vente leur entreprise au niveau national. Il est commun avec la Chambre des métiers et les chambres de commerce. Vous avez à la fois des entreprises à vendre, des fonds de commerce, mais il y a également des locaux commerciaux ou des murs commerciaux. Ça peut être également la première démarche de l'étude de marché, puisque vous allez voir un petit peu ce qui se passe sur le marché auquel vous voulez travailler. Étape 3, changer de métier, devenir chef d'entreprise. Donc, ça demande des motivations et de se fixer des objectifs. Motivation, celui de désir d'entreprendre, de volonté d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Ça peut être également un objectif de créer son activité, son emploi. Ça peut être un rêve d'enfance, un besoin de reconnaissance professionnelle, sociale, etc. Ça va vous demander également des compétences spécifiques qui vont être doubles. La première, ça va être celle du métier dans le secteur d'activité dans lequel vous allez exercer. Et le deuxième, celle du chef d'entreprise. Donc, je vous invite dès maintenant à commencer la checklist des compétences nécessaires à la fois sur votre cœur de métier et au celui également de votre futur métier du chef d'entreprise. De checker également les compétences que vous avez acquises et de voir justement si tout ça, c'est en corrélation, s'il y a besoin d'établir un plan de formation si nécessaire. Ça va vous demander également une attitude. Être chef d'entreprise, c'est des attitudes, notamment à prendre des décisions et avoir le sens des responsabilités. C'est également une aptitude à prendre des risques, même sur son patrimoine personnel. On verra ensuite qu'il y a des moyens de limiter l'incidence sur son patrimoine personnel, mais le risque zéro n'existe pas. Ça va vous demander également de vous rendre disponible avec une plage horaire vraiment importante, en tout cas beaucoup plus importante que celle que vous avez certainement aujourd'hui, une capacité d'adaptation constante et surtout être en veille permanente de ce qui se passe sur votre marché,
des besoins de vos clients, des fournisseurs, de vos concurrents. Et enfin, et ce qui est vraiment aussi important, c'est que tout ça s'inscrit dans un projet personnel et professionnel. Tout ça, il faut que ça soit cohérent. Changer de métier, changer de vie, ça se prépare et aussi ça se valide avec sa famille en ayant conscience des avantages et des inconvénients. Validez bien votre projet par les personnes qui sont concernées directement pour plus de sérénité et de sécurité dans le temps. Donc, je reviens brièvement sur le métier du chef d'entreprise. Être chef d'entreprise, comme vous le voyez, c'est avoir différentes casquettes. Le métier de chef d'entreprise, il va falloir savoir acheter, donc négocier les achats, savoir vendre, savoir calculer une marge. Voilà, quand vous vendez un produit ou un service, il faut absolument que vous sachiez si vous allez gagner ou c'est pas 1 an et demi, une fois que vous avez reçu votre compte de résultat, que vous allez constater ou pas vos marges. C'est à vous de les calculer. Savoir communiquer, bien évidemment, si vous avez de la production à faire, il va falloir le faire. Et puis surtout, gérer et piloter. Gérer et piloter des personnes, des flux financiers. Et vous verrez que, voilà, ça s'apprend. On est là pour vous aider à avancer pas à pas. Donc tout ça, tout ce projet de changement de métier, mais aussi de changement de vie, ça s'inscrit dans une préparation, dans un accompagnement également. Et moi, je vous invite à vous tester. On a un petit outil ici qui permet, sous forme de quiz, d'avoir un petit aperçu de votre projet et de vos motivations. Étape numéro 4, l'étude de marché. Donc, votre projet, c'est une hypothèse initiale. L'objectif de cette étude de marché, ça va être de valider votre hypothèse initiale avec plus ou moins des modifications en fonction des éléments et des connaissances que vous allez acquérir au fil de cette étude. On part dans un premier temps sur une étude macroéconomique, donc plutôt générale, pour savoir comment ont évolué le volume des ventes, en quelle proportion sur les 3 à 5 dernières années, sur votre produit et votre service. L'objectif, est-ce qu'on est plutôt sur un marché en phase de croissance, plutôt stabilisé ou de régression? Et de comprendre quelles sont les différentes variables extérieures qui vont influencer sur l'augmentation ou la baisse du volume des ventes. Ça peut être des variables politiques, économiques, sociales, technologiques, écologiques et légales. Je vous donne un exemple. Une loi peut à la fois booster ou restreindre, voire annuler un marché. Voilà. Si on prend l'exemple de l'éthylotest, c'est un marché qui vivotait. Du jour au lendemain, une loi est passée. Obligation pour tout conducteur d'avoir un éthylotest dans sa voiture de stock. Voilà, maintenant on est sur une phase plutôt de stabilisation. Où trouver ces données? Vous avez des sources au niveau du CREDOC, de l'INSEE, des CCI, des chambres des métiers, les syndicats professionnels également, la presse professionnelle, et vous avez même également des sites de la BPI Création. Voilà, donc là, c'est vraiment pour toutes les données macroéconomiques. Et après, vous allez affiner votre étude au niveau local, c'est-à-dire ou au niveau microéconomique, où vous souhaitez donc vous implanter. Et là, d'aller voir sur le terrain, faire une étude de votre concurrence, observation directe, des devis, des plaquettes, des sites, auprès des fournisseurs, comment ça fonctionne avec eux, les conditions financières, les prix d'achat, les délais de paiement, les pratiques de la profession, et également par rapport à vos clients. Donc, l'objectif pour vous, c'est bien de voir les grands volumes, comment ça évolue ici au niveau des 5 dernières années, au niveau local, se dire, voilà, moi, quelle part de gâteau je peux prendre sur le marché existant. Comment connaître son marché? On va analyser déjà l'offre, le produit et le service, en n'oubliant jamais son environnement, c'est-à-dire tout ce qui va influencer directement ou indirectement les variables, donc le volume des ventes, la concurrence et la clientèle. Dans un premier temps,
c'est d'identifier son marché, c'est-à-dire à quel besoin répond mon produit et mon service, et d'identifier ma concurrence. Je vous donne un exemple très concret. Je vends du vélo. Voilà, mon utilité, ça va être pour un déplacement quotidien. Donc, mes concurrents, ça va être les vendeurs de vélos, ça va être des loueurs de vélos. Ça va être ma concurrence directe. Ma concurrence indirecte, ça va être tous les produits et les services qui vont répondre à mon besoin de déplacement. Donc, ça peut être le bus, ça peut être la marche à pied, le patin à roulettes, la voiture, le covoiturage, etc. Donc, identifiez bien à quel besoin répond votre produit et votre service, quels sont vos concurrents directs et indirects. Et surtout, quelles sont les évolutions en valeur et en volume sur votre zone de chalandise, c'est-à-dire la zone d'attractivité sur lesquelles vous êtes implanté, quels seront les points forts et les points faibles, et menaces et opportunités. Analyse de la concurrence, bien évidemment, direct, indirect, qu'est-ce qu'ils vendent, où, combien, comment, pourquoi et à quel prix. Quels sont leurs avantages concurrentiels et les résultats financiers? On a encore quelques données sur société.com. La veille et l'anticipation de son environnement. Je vous ai parlé de une des qualités essentielles qu'il faut avoir en tant que chef d'entreprise, c'est cette veille permanente. Qu'est-ce qui se passe au niveau politique? Est-ce que je vais avoir un changement de réglementation? Variables sociales, technologiques, écologiques qui peuvent être favorables ou défavorables à la croissance ou à la régression du marché, et bien évidemment la variable législative. Comment me démarquer et anticiper éventuellement ces différentes variables? Et enfin et surtout, qui sont mes clients? Y a-t-il une demande? Alors oui, souvent et toujours, il y a une demande. La véritable question auquel il faut répondre, c'est: est-elle suffisante par rapport à mes objectifs que je me suis fixés, c'est-à-dire mes objectifs financiers qui me permettront tout simplement de faire bouillir la marmite. Donc, quelle est la taille de mon marché potentiel au niveau local? Les quantités vendues? Quels sont les clients potentiels? Ceux que vous ciblez? La concurrence, bien évidemment, les utilisateurs prescripteurs. Faites bien la différence entre la personne qui va utiliser le produit, celui qui va l'acheter et celui qui va le conseiller. Savoir une incidence directe dans votre politique de communication, également dans l'implantation de vos rayons. Je vous donne un exemple très concret. Je vends des céréales. Mon consommateur, la personne qui achète, c'est les parents. L'utilisateur, c'est l'enfant. Le prescripteur, ça peut être la maîtresse d'école, la santé, le ministre de la Santé qui recommande aux enfants de prendre un petit déjeuner le matin. Comment se passe le processus d'achat? L'enfant, dans le supermarché, dans les rayons, tous les céréales à destination des enfants sont à hauteur de leurs yeux et de leurs mains. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une incidence directe dans l'implantation, dans la mise en valeur du produit, mais également dans la communication. Rappelez-vous comment sont faites les publicités destinées aux enfants. Il y a à la fois la cible des enfants, sans oublier les parents. Et puis surtout, qui, quoi, combien, où, pourquoi et comment. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble des données qu'il faut collecter au niveau local pour la création de votre entreprise au niveau local, mais ça fonctionne également au niveau de la reprise puisque vous allez analyser les potentiels de votre marché et éventuellement le potentiel de développement que vous allez avoir accès. Connaître son marché, ça va être aussi utiliser des méthodes d'évaluation de votre chiffre d'affaires qui sont au nombre de 4 qu'on peut combiner, il faut en faire minimum 2 à 3 et qui va être utilisé en fonction du type de produit ou du service. Alors, la première méthode, ça s'appelle la méthode, c'est-à-dire qu'on va se baser sur le chiffre d'affaires des concurrents et les chiffres de la profession. La deuxième méthode, ça va être sur les intentions d'achat. C'est surtout le cas pour les entreprises de services où on a déjà des devis ou des accords de signés avec des abonnés sur des réseaux sociaux. La troisième méthode est plutôt employée sur les magasins physiques, c'est-à-dire qu'en fonction de votre zone de chalandise et de flux, donc votre nombre de clients potentiels, multiplié par votre panier moyen, la fréquence d'achat, vous allez pouvoir déterminer votre marché global local
auquel vous allez prendre en compte la concurrence et déterminer la part réaliste et réalisable de votre chiffre d'affaires prévisionnel, surtout la première année. Et enfin, la quatrième méthode, c'est celle de tester directement votre projet, mais sans vous immatriculer. Donc, ça peut être le portail d'entreprise ou des coopératives d'activité. Donc, vous avez un lien qui vous permet d'approfondir ce sujet. En quelques mots, le portage salarial, c'est souvent destiné aux personnes qui font des missions ponctuelles dans les entreprises, de la formation, où la personne effectue sa mission et c'est une société qui facture à une autre société. Bien évidemment, il y a des frais pour vous, puisque vous êtes porté par une autre structure. Les couveuses d'entreprise, ça vous permet d'exercer sous certaines conditions pendant 1 an maximum au sein d'une entreprise qui s'appelle une couveuse. Et ensuite, vous avez tout ce qui est coopérative d'activité et d'emploi, qui est encore des dispositifs encore plus spécifiques. Voilà pour cette étape numéro 4. Je terminerai sur cette étape en vous disant que c'est vraiment une étape essentielle dans votre projet. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de déterminer votre chiffre d'affaires prévisionnel la première et la deuxième année d'une manière réaliste et réalisable, c'est-à-dire de répondre à la question est-ce que je peux en vivre ou pas. Tout ce qui suit derrière, ça va être la traduction de votre étude de marché. Ça se fait maintenant et ça va se faire tout au long de votre vie d'une manière formelle et aussi d'observation. Voilà, d'être toujours dans la veille et la réactivité et l'anticipation. Prochaine étape, l'étude financière, donc la traduction de votre étude de marché. Répondre à la question combien coûte mon projet et est-il rentable? Donc, là, on est vraiment dans la partie financière, donc le dossier financier du business plan, qui est établi sur 3 ans. Donc, nous avons le compte de résultat prévisionnel qui va répondre à la question mon projet est-il rentable? Un deuxième tableau qui va être les soldes intermédiaires de gestion. Est-ce que j'en vis? Et est-ce que je peux rembourser mes emprunts bancaires? Le plan de financement initial, quels sont les capitaux nécessaires pour lancer et pérenniser mon projet d'entreprise? Et la notion de BFR, besoin en fonds de roulement, c'est quels sont les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses mois par mois et à la croissance de mon activité. Et enfin, la gestion de flux financiers, le plan de trésorerie. Donc, sachez que tous les partenaires, notamment les financiers et certains fournisseurs, vous demanderont au minimum un dossier établi sur 3 ans. N'oubliez surtout pas de prendre en compte votre budget personnel. Voilà, vous avez des petits outils gratuits en ligne. Vous pouvez avoir ici Wikipédia et Physi Essentiel. L'intérêt de ce dossier financier, c'est d'être sûr de sa rentabilité, s'assurer de la viabilité de son entreprise et de déterminer ses ressources en adéquation avec ses besoins et surtout d'anticiper la gestion de votre future entreprise. Premier tableau, le compte de résultat prévisionnel. Donc, c'est l'activité sur une année, donc ce que vous allez vendre et ce qu'il vous faudra comme dépenses pour réussir à vendre et à réaliser votre chiffre d'affaires hors investissement, c'est-à-dire l'achat de véhicules, des choses qui vont rester à plus d'1 an dans l'entreprise. Donc, votre chiffre d'affaires, votre produit, vos recettes, chiffre d'affaires prévisionnel, ça, vous l'avez déterminé dans votre étude de marché. Donc, maintenant, il vous reste à faire la liste de courses. Qu'est-ce que j'ai besoin réellement pour réaliser ce chiffre d'affaires? Donc, forcément, si je vends de la marchandise, je vais avoir l'achat de marchandises ou des matières premières. Je vais avoir un ensemble de charges externes qui peut être le loyer, la publicité, les honoraires de comptable, mes frais de déplacement, l'eau, l'électricité, le téléphone, des dossiers, enfin des fournitures administratives, etc. Salaire et charges du personnel, les cotisations du dirigeant, l'impôt et taxes et les charges financières. Donc, l'objectif, bien évidemment, c'est d'avoir des produits qui soient supérieurs aux charges, puisque là, dans ces cas-là, vous avez un bénéfice et c'est bien sur ce bénéfice que vous allez vous rémunérer et que vous allez rembourser votre emprunt.
Voilà. Alors souvent, au premier tableau qu'on fait, on se retrouve avec la colonne de gauche de charge qui est beaucoup plus importante que celle des produits. Ne vous affolez pas, souvent c'est le cas, puisqu'on n'a pas fait de comparaison de prix, des devis, ce genre de choses. C'est une première ébauche. Donc, je vous invite à travailler ce compte de charge en faisant des devis et négociant tout ce dont vous avez besoin. Je déconseille fortement d'augmenter le chiffre d'affaires puisque votre étude de marché a déterminé que le chiffre d'affaires réaliste et réalisable, c'est celui-ci et pas un autre. Donc, biaiser déjà votre compte de résultat ici, ça veut dire se mettre en difficulté derrière. Ce compte de résultat, on va donc toutes ces données de ce tableau, on va les ranger par poste de rentabilité dans un autre tableau qui s'appelle les soldes intermédiaires de gestion. Et les soldes intermédiaires de gestion, ce sont les ratios sur lesquels vous allez pouvoir déterminer comment vous allez gagner de l'argent et si vous en gagnez. Donc, le premier indicateur, c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'ensemble des ventes que vous avez réalisées dans l'année, auquel vous allez soustraire vos achats et vous allez avoir ce qu'on appelle la notion de marge globale, marge commerciale, la différence entre votre prix de vente et votre prix d'achat. Donc ça, c'est un élément essentiel qu'il faut absolument savoir calculer. Vous allez ensuite enlever toutes les charges externes, l'eau, l'électricité, les loyers, etc. Et vous allez avoir une deuxième valeur qui s'appelle la valeur ajoutée, auquel vous allez retrancher tout ce qui est impôts et taxes et charges personnelles. Donc EBE, excédent brut d'exploitation, c'est vraiment ce ratio-là sur lequel il faut avoir une vigilance. Donc ces trois ratios sur lesquels il faut avoir une vigilance, puisque c'est vraiment le ratio qui va traduire la rentabilité de votre activité. Ça va être sur ce ratio, sur ce chiffre que vous allez vous payer en tant que chef d'entreprise et que vous allez rembourser l'emprunt. Tout ce qui suit, ça va être de la politique d'investissement et des charges ou des produits financiers éventuellement exceptionnels. Si vous avez une activité, voilà, vous vendez par exemple un véhicule, vous allez avoir un produit exceptionnel qui va augmenter artificiellement votre résultat et votre bénéfice, mais par contre, votre rentabilité, elle, de votre activité, c'est-à-dire, est-ce que réellement le fait de vendre ou de réaliser ce service génère du cash et me permet d'en vivre et de rembourser mon emprunt. Troisième tableau qui va être le plan de financement initial. Donc là, vous allez faire la liste de courses de tout ce que vous avez besoin pour commencer. C'est-à-dire, si c'est une reprise, vous allez forcément avoir un fonds de commerce. Un local, peut-être un droit d'entrée. Donc, bail commercial, pas de porte ou droit d'entrée, c'est la même chose. Acheter du matériel, véhicule, aménagement du point de vente, ça peut être des travaux de mise aux normes, des licences, des brevets, etc. Il vous faudra également un stock de démarrage. Avant d'ouvrir votre magasin, il faut bien stock. Et il y aura une trésorerie de départ à définir, c'est-à-dire que avant d'ouvrir votre magasin, il va falloir ouvrir le compteur d'eau, d'électricité, avoir un abonnement téléphonique. Donc ça, il faut bien le financer avant le départ de votre entreprise. Et cette notion de BFR, donc qui va être l'argent disponible pour financer vos achats, le décalage de trésorerie entre les achats, le stockage et la vente. En face, vos ressources, apport personnel, que ce soit un projet de création ou de reprise, il faut un apport personnel. Il peut varier en fonction du secteur d'activité, du profil de la personne et si c'est une création ou une reprise. En général, il faut entre 25 à 50% et le complément en emprunt bancaire. Donc, ce plan de financement initial, pareil, même méthodologie que pour le compte de résultat. On fait la liste de tout ce qu'on a besoin, de ce qu'on peut mettre ensemble en face. Et là, par contre, l'objectif, c'est bien d'équilibrer les deux. Attention au réflexe de sous-estimer la trésorerie de départ et le BFR, parce que si vous n'avez pas d'argent pour racheter du stock derrière, votre entreprise ne va pas durer très longtemps. Par contre, tous ces postes-là d'investissement, bien évidemment, on peut les faire baisser en négociant, en allant voir plusieurs fournisseurs. Donc là, c'est ce qu'on appelle le plan de financement. Notion donc de BFR, besoin en fonds de roulement, qui va vous permettre à la fois de démarrer votre activité, mais aussi financer la croissance de votre chiffre d'affaires. En phase de démarrage, exemple, vous allez réaliser 10 000 euros
de chiffre d'affaires. Vous avez un stock de 10 000 et vous accordez un délai de paiement à vos clients de 2 000. Votre délai de paiement fournisseur, il est de 0. Il ne vous connaît pas, donc vous payez cash. Donc, votre besoin, ça va être 10 plus 2 moins 0, donc de 12 000. Avant de vendre votre produit et votre service, il faudra 12 000 euros pour acheter votre stock. Vous avez accordé 2 000 à votre client avant d'encaisser. Donc ça, il faudra avoir ça sur votre compte bancaire, sinon ça, vous serez déjà découvert. En phase de croissance, votre chiffre d'affaires, il va augmenter. Donc forcément, votre stock qui va augmenter, votre délai de paiement client aussi, mais délai de paiement fournisseur aussi, souvent dans les moindres mesures, puisque le délai de paiement fournisseur, il faut quand même avoir la confiance de ses fournisseurs pour avoir des délais de paiement négociés confortables. Donc, même méthode, mon stock plus mon délai de paiement, ça fait 30 000, moins mes 3 000, là j'ai besoin de 27 000 euros. D'où cette notion de besoin en fonds de roulement, donc d'argent nécessaire pour financer le démarrage et la croissance de mon activité. Exemple, j'ai un gros contrat, il faut que j'achète énormément de marchandises, mais j'ai 0 délai de paiement fournisseur. Donc, si je n'ai pas de trésorerie disponible, je ne peux pas réaliser ma vente parce que je ne peux pas réaliser mes achats et tout simplement les payer. Voilà à quoi ça sert un besoin en fonds de roulement. Et le dernier métier du chef d'entreprise, bien évidemment, qui est en lien avec tout ça, c'est la gestion de la trésorerie, ce qui rentre et ce qui sort de votre compte bancaire. Donc, on peut avoir une phase de démarrage avec des emprunts, par exemple des travaux et un emprunt qui commence, c'est un début d'activité au mois de juin. Donc, entrée-sortie. Donc, l'objectif, c'est bien d'analyser et d'anticiper vos encaissements et décaissements de façon à avoir un solde de trésorerie positif. S'il y a un souci ponctuel, la banque pourra y répondre avec des prestations complémentaires. Par contre, une société, une activité professionnelle ne fonctionne pas sur un découvert bancaire. Donc, on n'est pas sur un compte de particulier où le découvert bancaire peut être sollicité dès le départ. Voilà. Ça peut être ponctuel, peut y avoir des solutions proposées par la banque, mais il faut absolument anticiper cette trésorerie, ce besoin de trésorerie en fonction de la croissance de cette activité. Voilà un petit peu ce qui résume la partie financière. Alors, ça paraît un petit peu ardu comme ça au premier rapport. Ne vous inquiétez pas, on est là pour démystifier tout ça, vous apprendre à remplir ces tableaux. Il n'y a rien de vraiment compliqué, c'est des additions et des soustractions. Il faut juste un petit peu de rigueur et de connaissances et on est là pour vous les apporter. Pour la partie juridique, donc là, on est vraiment sur le choix de sa structure juridique qui va avoir des conséquences fiscales et sociales. Donc, les critères de choix sont les suivants. Tout d'abord, qui prend la décision? Est-ce que je suis seule ou nous sommes plusieurs? Ça va être également la nature de l'activité. Certaines activités, vous avez un choix restreint entre l'entreprise individuelle et une SNC, société en nom collectif. C'est le cas, par exemple, d'un tabac. Un tabac, soit vous êtes en entreprise individuelle ou si vous êtes deux associés, vous serez en société en SNC et vous serez indéfiniment et solidairement responsables l'un de l'autre. Ça va être également la taille de l'entreprise et son développement. Faire du business à l'international en entreprise individuelle, en régime micro, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Ça va être également je suis seule, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai du patrimoine ou pas à protéger. Et en fonction de mon régime fiscal et social, donc le régime fiscal, c'est bien la manière dont je vais payer l'impôt, donc 2 types d'impôts, la TVA et l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Et le régime social, c'est quel va être mon statut, soit travailleur non salarié, soit travailleur assimilé salarié. Voilà, sachant qu'il n'y a pas de forme idéale de statut juridique. Lorsque vous allez arriver à ce stade, généralement, 2 choix s'offrent à vous. À vous de faire les simulations, la colonne des plus et la colonne des moins pour faire le choix le plus adapté pour vous, mais qui ne sera pas idéal.
Donc, les statuts juridiques. Approche, je suis seul ou je suis plusieurs. Donc, je suis seul, j'ai l'option 1 de l'entreprise individuelle, c'est ce qu'on appelle une personne physique, et option 2, une personnalité morale, une société, soit l'URL, soit la SASU. Donc, notion fondamentale entre l'entreprise individuelle et la société qui est une personnalité morale. Donc, l'entreprise individuelle, je suis une personne physique. Donc, j'ai un seul et même patrimoine, c'est-à-dire mon patrimoine personnel. Il y a une partie qui est affectée à la partie professionnelle dont j'ai l'usage. Je vous donne un exemple. J'utilise mon véhicule, mon PC personnel dans mon activité, ça va être affecté au patrimoine professionnel. Mais ça fait partie de votre patrimoine personnel. C'est un seul et même patrimoine. De fait, votre domicile principal est insaisissable, sauf fraude, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment cette notion de personne physique, entreprise individuelle, auquel va se greffer une fiscalité avec ou pas de TVA, ce qu'on appelle la micro-entreprise ou le réel simplifié. Donc pour les personnes morales, les sociétés, c'est-à-dire il y a une création d'une personnalité morale, ce qu'on appelle une société. La particularité, c'est que vous allez avoir le patrimoine personnel du dirigeant qui va être séparé du patrimoine de la société. Donc, en cas de souci, c'est le patrimoine de la société qui est affecté. On ne va pas venir chercher des fonds sur votre patrimoine personnel. Sauf qu'il y a toujours des exceptions. Si votre société fait un emprunt et que la banque vous demande une caution personnelle, dans ces cas-là, en cas de problématique, de finances, on peut aller chercher sur votre patrimoine perso puisqu'on a une caution personnelle. Si il y a des actes de mauvaise gestion, notamment l'abus de base sociale où vous confondez la carte bleue de l'entreprise avec celle de la vôtre, et bien là, votre responsabilité de dirigeant peut être engagée. Ou une sous-capitalisation de l'entreprise, vous voulez faire du business à l'international et vous mettez 1 000 € en capital social. Donc, en cas de souci, le tribunal de commerce vous dira, vous ne nous avez pas donné les chances de réussite pour votre entreprise, donc vous engagez votre responsabilité de dirigeant. Donc, il n'y a pas de forme idéale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ni l'entreprise individuelle, ni la société. Pour la société, lorsqu'on est tout seul, vous avez le choix entre l'URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité, donc vous avez à avoir le statut de travailleur non salarié. Et la particularité de cette forme de société, c'est que lorsque vous amenez 1 000 € en capital social, vous êtes responsable dans la limite de votre rapport de 1 000. Deuxième particularité, c'est que l'URL, donc les statuts sont codifiés. À la différence de la SASU, Société Action Simplifiée Unipersonnelle, où vous, les statuts, c'est vous qui les écrivez. Et vous allez avoir le statut de assimilé salarié. Donc, je suis tout seul, j'ai le choix entre l'entreprise individuelle avec ou sans TVA. J'ai un seul et même patrimoine, dont une partie est affectée à la partie professionnelle, saisissable. Je suis en société, 2 patrimoines séparés, celui du chef d'entreprise et de la société, avec des passerelles possibles. La version EURL, travailleur non salarié, SASU, assimilé salarié. Nous sommes 2 ou plusieurs, donc j'ai la version plurielle de l'EURL qui s'appelle la SRL, même fonctionnement. Texte, statut déjà codifié et en fonction de la majorité, vous verrez qu'on pourra avoir un statut soit de TNS, travailleur non salarié, ou assimilé salarié. La version plurielle de la SASU, c'est la SAS. Donc, pareil, vous écrivez vos statuts, version très ouverte de l'entreprise, et surtout, vous avez le statut d'assimilé salarié. Une version, la SNC, je vous en ai parlé, et les scopes, c'est les versions coopératives. Et enfin, la société anonyme qui nécessite par contre 2 associés minimum et un capital social minimum de départ de 37 000 €. Voilà en ce qui concerne les statuts juridiques.
Vous avez bien évidemment la possibilité de créer autrement avec le portage salarial, les couveuses d'entreprise ou les coopératives d'emploi. Le régime fiscal, c'est tout simplement est-ce que je vais payer de la TVA ou pas et comment vont être imposés mes bénéfices. Donc, le régime de TVA, vous avez la possibilité en entreprise individuelle d'être non assujetti à la TVA, c'est-à-dire de ne pas récupérer ni facturer de TVA, ce qu'on appelle l'entreprise individuelle en micro-entreprise ou l'auto-entrepreneur. La spécificité de ce régime, c'est 0 chiffre d'affaires, 0 charge, donc cotisation sociale, et 0 impôt sur le revenu. Ultérieurement, qu'il y a des inconvénients également, puisque ça reste quand même une entreprise individuelle sur lequel il faut quand même les inconvénients. Et pour ça, je vous invite à suivre le stage 5 jours pour entreprendre ou le stage micro, puisque ça reste quand même une entreprise individuelle. Avec de la TVA, bien évidemment, les entreprises individuelles, ce qu'on appelle au réel ou au réel simplifié, c'est-à-dire on paie la TVA tous les mois, tous les 3 mois, ou les sociétés, voilà, de facto, elles sont avec de la TVA. C'est-à-dire que vous aurez de la TVA que vous reversez. La TVA, je rappelle, que c'est une somme d'argent de taxe sur la valeur ajoutée qui passe par votre compte en banque, que vous reversez à l'État, mais qui ne vous appartient pas. Donc, tous les raisonnements, lorsque vous êtes en société ou en entreprise individuelle, vous les de marge, notamment et de rentabilité, vous les faites en hors taxe. En ce qui concerne l'imposition, donc le paiement de l'impôt, vous êtes en entreprise individuelle ou avec de la TVA ou pas, impôt sur le revenu de facto, sachant qu'il y a une possibilité sur option d'avoir un impôt sur les sociétés. Vous êtes en société, de facto, vous êtes sur l'impôt des sociétés, avec option possible sur l'impôt sur le revenu. Voilà. À ce stade, je pense qu'il est amplement suffisant de connaître juste ces notions. Après, vous affinerez beaucoup plus avec votre expert comptable dans votre business plan. Notion de TVA. Alors, la notion de TVA, ça va avoir un impact sur votre trésorerie, certes. C'est de l'argent qui ne vous appartient pas, qui transite par votre compte en banque, mais qui a une incidence aussi sur votre clientèle. Exemple, je fais du B2B, donc entre professionnels. Donc, moi, j'achète 12 000 € de marchandises qui vont se décomposer en 10 000 € de prix d'achat et 2 000 € de TVA. Donc, ça, c'est sorti de la banque. Je vends ma marchandise 72 000. Donc, mon prix de vente hors taxe, c'est bien 60 et ma TVA collectée, 12. Donc, ma marge commerciale, c'est 60 moins 10, c'est-à-dire 50K €. Et je vais reverser à l'État 12 moins 2, c'est-à-dire 10K €. Ça passe par mon compte en banque, ça ne m'appartient pas, et ma marge commerciale, c'est bien celle-là. Option numéro 2, je suis en entreprise individuelle sous la forme de la micro-société, que j'ai des clients particuliers ou professionnels, mon client ne pourra pas récupérer de la TVA. Et donc, je vais facturer net de taxes et acheter net de taxes avec de la TVA. Donc, mon prix d'achat, il n'a pas bougé. C'est toujours 12K €. Si on veut décomposer ce prix d'achat, on a bien toujours 10 000 € de prix d'achat et 2 000 € de TVA. Je vends ma marchandise 60 000 €, puisque là, je vais être concurrentiel par rapport à une entreprise. Donc, je vais bien le vendre 60 000. TVA collectée, 0. Donc, ma marge commerciale, mon prix de vente, mon prix d'achat, ça sera bien 60 moins 12, puisque je ne récupère pas la TVA, et donc je ne gagne que 48. TVA à reverser à l'État, 0, mais j'achète et je vends avec la TVA. Donc, vous voyez, c'est le système de la micro, c'est vraiment quelque chose qui se calcule en fonction du volume des ventes, en fonction de la typologie de vos clients et du produit ou des services que vous allez vendre. Voilà pour cette notion de TVA. Ensuite, le régime social, c'est-à-dire est-ce que je vais être travailleur non salarié ou assimilé salarié? Donc,
en tant que TNS, vous allez dépendre de la sécurité sociale des indépendants. Donc, c'est pour les dirigeants d'entreprises individuelles, micro-entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise individuelles au réel simplifié, c'est-à-dire avec de la TVA, les gérants de URL et les gérants majoritaires de SARL. Donc là, vous êtes TNS. Vous êtes assimilé salarié si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL ou président d'une SASU, SAS ou SA. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux régimes? Le premier, c'est le taux de cotisation de charges sociales. En tant que TNS, là, vous êtes à 43% et assimilé salarié entre 60 et 80%. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous verser une rémunération nette de 100 €, vous allez payer 43 € de cotisation sociale de base. Lorsque vous êtes assimilé salarié, vous versez une rémunération nette de 100 €, mais là, vous payez entre 60 et 80 € de cotisation sociale. Donc, on n'est pas sur les mêmes budgets. La protection est différente également entre le TNS et l'assimilé salarié. Il faut minimum une année de cotisation en tant que TNS pour avoir droit à l'ouverture des droits, notamment en tant que au niveau des indemnités journalières, si vous êtes malade. Alors que lorsque vous êtes assimilé salarié, puisque c'est un régime similaire à celui de salarié, il y a une continuité dans le régime et donc vous pouvez tomber malade, entre guillemets, dès votre premier jour d'activité. Bien évidemment, vos indemnités journalières sont toutes les deux calculées sur votre rémunération. Donc, plus on se rémunère, plus on a d'indemnités journalières. Et puis, surtout, la différence aujourd'hui, c'est que il y a une autre, l'aspect, je dirais, financier du cotisation. On ne va pas cotiser de la même manière pour sa retraite. C'est-à-dire qu'en tant que TNS, on va avoir une cotisation minimale de la retraite obligatoire et vous allez pouvoir vous faire une retraite complémentaire qui va être défiscalisée de votre entreprise sur mesure. Alors qu'en tant qu'assimilé salarié, vous n'avez pas le choix, vous cotisez comme tout le monde. Et votre complémentaire, si vous faites une complémentaire par ailleurs, celle-là, elle n'est pas déductible. Voilà un petit peu sur le régime social. Sinon, tous vos médicaments, vos interventions dans les hôpitaux sont remboursés au même prix. Et aujourd'hui, il y a même les mêmes droits quasi similaires, par exemple, pour les congés maternité ou paternité. Voilà un petit peu en ce qui concerne le volet juridique, fiscal et social. Étape numéro 8, les aides à la création et à la reprise d'entreprise. Alors, là, on est face à un tableau de financement initial pour vous faire comprendre les rouages du financement. Ce qu'on appelle l'apport personnel, toutes les aides que vous allez pouvoir avoir ou les subventions, va s'inscrire dans votre apport personnel, qui vont avoir un effet levier pour décrocher vos emprunts bancaires. Et c'est bien votre apport personnel avec des prêts d'honneur et éventuellement subventions qui vont financer le stock de démarrage, la trésorerie de départ et le BFR. Et la banque, elle, va financer tous les investissements, que ce soit l'achat du fonds de commerce, des travaux, quelque chose sur lequel elle peut avoir une garantie. Voilà le principe. Donc, l'apport personnel, quel que soit le type d'aide, il est obligatoire. On ne peut pas avoir des aides si on n'a pas d'apport personnel. On a deux types d'aides. On a les prêts d'honneur, donc les prêts qui sont faits à la personne, ou des subventions, c'est de l'argent qu'on donne à des porteurs de projets, toujours sous condition d'éligibilité. Pour les prêts d'honneur, on a 4 types de prêts d'honneur. L'ADI, France Active Savoie Mont-Blanc, Initiative Savoie, le réseau Entreprendre. Alors, le dispositif ADI est très spécifique puisqu'il s'adresse aux porteurs de projets qui ont des micro-projets en dessous d'un plan de financement de 20 000, qui va se composer à la fois d'un microcrédit avec un crédit avec rémunération, qui peut être couplé à un prêt d'honneur à taux zéro et une prime IDECLIC qui peut aller jusqu'à 3 000 €. Donc, le montant financé, ça sera maximum 10 000 €.
ça va être sur le microcrédit, on va vous demander un garant et auquel pourront se greffer de la microassurance, de l'accompagnement individuel, etc. Donc, ces micro-projets, microcrédits sont destinés aux personnes sur des petits projets avec des moyens limités qui n'ont pas recours à l'emprunt bancaire ou qui sont fichés interdits bancaires. Voilà, ça c'est pour l'ADI. Pour le système de France Active Savoie Mont-Blanc, Initiative ou le réseau Entreprendre, ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire apport personnel, éligibilité du dossier et donc prêt à taux zéro avec un accompagnement. France Active Savoie Mont-Blanc, c'est destiné aux demandeurs d'emploi depuis plus de 9 mois. Emprunt sur l'honneur, donc à taux zéro, qui peut aller maximum à 15 000 euros, qui peut être accompagné d'une garantie spécifique. Donc, c'est-à-dire une société qui va se porter caution sur votre emprunt bancaire. Initiative Savoie, c'est réservé à tout projet en dehors de France Active Savoie Mont-Blanc et Réseau Entreprendre. C'est un prêt à taux zéro qui peut aller jusqu'à 20 000 euros, ainsi qu'un accompagnement individuel. Création ou reprise également. Et le réseau Entreprendre, là, c'est vraiment réservé à des personnes qui vont créer de l'emploi, 3-5 emplois, que ce soit sur une création d'entreprise ou une reprise, qui est également accompagné d'un accompagnement et même d'un parrainage de chef d'entreprise. Donc, le principe du prêt d'honneur, c'est un prêt à la personne qui est fait donc, sur l'honneur de la personne, prêt à taux zéro. Et là, à ce moment-là, on vous dirige envers la structure qui est adaptée à votre profil et à votre projet. Les subventions, donc, ce sont des sommes d'argent qu'on va donner à des profils spécifiques. Et des primes, c'est réservé aux jeunes de moins de 26 ans. Donc, c'est maximum 3 000 euros. Et il y a une deuxième subvention qui s'appelle l'AGFIP, qui est réservée au personnel avec une capacité d'handicap reconnue, qui peut aller jusqu'à 6 300 euros. Et enfin, tout ce qui est garantie, IDCLIC Transmission, c'est une garantie régionale. Les garanties BPI, Banque Populaire d'Investissement, qui sont proposées par les banques, et des compléments par France Active Savoie Mont-Blanc, ça peut être à tout porteur de projet ou des garanties spécifiques pour les femmes chefs d'entreprise. Voilà un petit peu en ce qui concerne les aides. Nous avons également d'autres types d'aides. Ça peut être tout simplement des aides à l'embauche pour les salariés, une aide spécifique aux dirigeants sur une exonération partielle ou totale des cotisations sociales la première année, attention sous condition d'éligibilité. Et pour les demandeurs d'emploi, un dispositif qui vous est propre, c'est-à-dire que si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez la possibilité soit de demander le maintien de vos indemnités jusqu'à épuisement de vos droits, soit demander 60% de votre capital à la création de votre entreprise ou de la reprise, qui sera versé en 2 fois, 30% à la réception du CABIS, donc il faut bien compter J plus 1 mois à l'immatriculation, et vous faites la demande 6 mois plus tard pour les 30% restants. Les 40% restants restent en réserve si vous ralliez dans un délai de moins de 3 ans. Et enfin, il y a des exonérations fiscales qui peuvent être locales, notamment liées à des quartiers de ville prioritaires ou des quartiers de revitalisation rurale. Voilà, à ce stade, j'espère qu'on se reverra et qu'on vous aiguillera sur ces dispositifs qui peuvent être complexes au premier abord, mais on vous explique tout ça, bien évidemment, c'est notre job. On vous a mis également les contacts. Alors, ça ne sert à rien aujourd'hui d'aller les voir si vous n'avez pas un business plan. Passez déjà par un premier rendez-vous au moins découverte avec un conseiller qui puisse déjà vous aiguiller de façon à ce que vous ne perdiez pas de temps. Et enfin, étape 9, c'est l'immatriculation. Donc, depuis le 1er janvier, vous êtes obligé de passer par l'inpi.fr, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bureau physique, ce qu'on appelait les centres de formalité des entreprises au niveau des chambres consulaires, que ce soit la chambre des métiers, la chambre de commerce ou la chambre d'agriculture. Un site internet unique pour tout secteur d'activité. Le souci, c'est que ça reste
un formulaire administratif, donc un peu opaque, et qu'il faut vraiment cocher les bonnes cases, qui n'est pas évident. Sinon, derrière, il y a des conséquences financières et d'activité aussi sur des appels d'offres. Donc moi, je vous conseille de vous rapprocher de mes collègues. Ils font un accompagnement, ils peuvent vous accompagner justement, vérifier déjà, les pièces de votre dossier pour éviter d'être rejeté. Et puis, ils vont vous donner, ils vont remplir avec vous votre déclaration en live. Voilà. Ça coûte entre 70 et 110 euros en fonction si vous êtes en entreprise individuelle ou en société. Vous gagnerez du temps et de l'argent et surtout beaucoup moins de préoccupations de rejet de pièces manquantes ou rejet de pièces non conformes ou tout simplement de cocher la mauvaise case et de payer plus d'impôts qu'il faut. Donc voilà. Pour ce qui est de l'étape 10, c'est bien évidemment, c'est démarrer et pérenniser votre entreprise. Ce qui veut dire, bien évidemment, pensez bien aux assurances, les biens, les personnes et surtout les responsabilités civiles professionnelles. Être faux appel de cotisation du RSI, d'annuaires en tout genre, de l'INSEE, etc. Attention, si vous avez un doute, vous nous appelez. Mettre en œuvre, bien évidemment, ce que vous avez prévu, des tableaux de bord de gestion efficaces pour vous permettre de piloter votre activité. Et surtout, ne restez pas seul, continuez à vous former et à vous faire accompagner. Donc voilà, ma mission aujourd'hui pour les 10 clés pour entreprendre, c'était vraiment de répondre à vos premières questions. Alors souvent, il en reste plein, voire des fois, on a plus de questions à la fin que de réponses à la fin de ce webinaire. Alors, vous affolez pas, c'est normal. Ça veut dire que vous êtes vraiment rentré dans votre projet et vous avez vraiment immergé dedans. On est là pour vous aider à avancer et à y répondre au fur et à mesure. Donc, vous informer sur les informations de base à connaître et à valider, les étapes projet. Je vous rappelle que c'est une méthodologie de travail qui vous permet d'avancer pas à pas et de mettre toutes les chances de votre côté. 3 outils à votre disposition que vous pouvez nous demander à l'adresse ci-dessous, création@savoie.cci.fr. Et surtout, en complément, un accompagnement sur mesure qui sont vraiment les clés de réussite dans votre projet de création et de reprise d'entreprise. Je vous rappelle l'offre de la CCI, l'information, les réceptions découvertes, les 10 clés pour reprendre, la formation, les 5 jours pour entreprendre, la micro, les formations spéciales reprise, gestion, négociation commerciale, etc. L'accompagnement individuel, je lance mon projet qui est pris en charge, les aides à la recherche de financement, tout l'accompagnement numérique et également l'accompagner aux formalités d'entreprise, donc à la réalisation de votre création d'entreprise. Aujourd'hui, au niveau de la CCI de la Savoie, un porteur de projet qui est passé par le stade de l'information, la formation et l'accompagnement individuel, le taux de pérennité, c'est 90%. Au niveau national, c'est 50%, c'est-à-dire ferme après 3 ans d'activité. Le taux CCI Savoie, c'est 80%. Je vous laisse y réfléchir. Les formations, le 5 jours pour entreprendre, c'est ce qu'on a vu ce matin ensemble, mais en plus détaillé et avec des professionnels, notamment avocats, experts comptables. Un stage micro d'une journée, sachant que le 5 jours, il est bien évidemment éligible au CPF. La checklist pour la reprise, ça fait partie de la boîte à outils qu'on peut vous envoyer si vous le souhaitez. Donc voilà, j'espère que ça aura été assez clair pour tout le monde. Donc là, j'ai abordé des notions à la fois très techniques, un large public, donc de façon à ce que vous ayez toutes les clés en main. Rappelez-vous que votre réussite dépend vraiment de votre capacité à anticiper, à vous informer, à vous former et à vous faire accompagner. Ça, c'est vraiment hyper important. Et le taux de pérennisation de l'entreprise le prouve depuis des années. Je tiens également à remercier donc Grégory Cornu pour ces petits dessins qu'il nous laisse utiliser et puis vous remercier de votre attention et j'espère qu'ensemble, on va démarrer la prochaine étape de votre projet. Je vous remercie et j'espère à bientôt. Au revoir.